Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour votre rendez-vous mensuel de Patron l'addition, dans lequel on fera le bilan de nos parties du mois de novembre. Le mois de novembre qui s'est présenté comment? Prolifique ou pas trop? Écoute, j'ai été très dans la stabilité. C'est bien, tu que... continues sur le nombre de parties. Exactement. J'ai fait un mois de septembre 29, octobre 29, novembre 30. Donc, ah oui, belle continuité. Bah, il faut dire que moi, le mois dernier, en octobre, ça devait être 48 et que là, je suis à 43, donc on n'est pas si différents. Effectivement. Mais alors du coup, bon, pour tous ceux qui nous suivent déjà, vous connaissez la structure. Pour les nouveaux, on va d'abord parler de nos parties du mois de novembre, le nombre, le temps. On parlera aussi des nouveautés, des nouveaux jeux qui sont arrivés dans notre collection, de nos tops, de nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a beaucoup moins aimé, et puis éventuellement, pas éventuellement d'ailleurs, absolument, ce qu'on espère mettre sur la table au mois de décembre, sachant que ce sont toujours des prévisions qui ne se réalisent pas obligatoirement. Ce sont des vœux pieux, souvent. Voilà, souvent pieux, c'est vrai. Pas forcément toujours réalisés. Non. Mais bon, c'est ce qu'on espère mettre sur la table. Parfois même pas réaliste. Oui, parfois même pas réaliste. Mais il est permis de rêver. Voilà. Et puis c'est une façon de se donner un objectif pour se pousser un petit peu à les sortir aussi. Tout à fait. Même si on réussit pas forcément. Tout à fait. Bah du coup, puisque tu es dans la stabilité, dis-nous tout. Ok, tout. Merci. Eh bien, c'était une merveilleuse émission. Alors donc, pour ce mois-ci, comme je l'ai dit, j'ai joué donc, 30 parties sur 22 jeux. Donc vous faites la division, c'est assez rapide, vous verrez qu'il y a très peu de parties par jeu. Vrai. De fait. C'est vrai. Donc ça va être assez rapide ce mois-ci, je vais faire peut-être un segment un petit peu différent. Généralement on fait un petit top 3, top 4 des jeux les plus joués dans le mois. Mais en fait comme il y a beaucoup de jeux ex-aequo ce mois-ci, bon, je vais faire ça un petit peu différemment. Donc du coup 22 jeux, et j'ai passé 22 heures à jouer ce mois-ci. Ah c'est belle... Ouais, j'étais à 24 heures le mois dernier, donc je suis un petit peu déçu. C'est vrai. Mais bon, c'est pas très important. Et alors donc ce mois-ci, bon je vais quand même citer 3-4 jeux éventuellement, mais en fait au-delà du top habituel sur les 3, 4, 5 jeux qu'on a sorti le plus, je vais dire que c'est un mois, et je sais que Xavier c'est partagé par toi aussi, c'est un mois japonais pour nous. C'est vrai. On a joué beaucoup à des jeux japonais, pas beaucoup de parties sur chacun d'entre eux, mais à beaucoup de jeux à l'unité. C'est vrai. Et ce mois-ci, pour ma part, qu'est-ce que j'ai joué comme jeu japonais? J'ai joué à Let's Make a Bus Route, qui s'appelle en français... Oui. Voilà. Voilà, et qui a complètement changé de design graphique. C'est ça. C'est un truc avec Londres, non? Je sais plus. Oui. Let's Get on the Bus, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Bref, on vous mettra de toute façon l'illustration de la boîte dans sa version francophone ou disons occidentale, disons. Européanophone. Voilà, c'est ça. Mais toujours aussi sympa. On l'a joué à 3 encore une fois, et c'est un jeu très agréable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué d'autre en japonais? J'ai joué à Ostia, parce qu'on a reçu Ostia que vous voyez peut-être ici un petit peu en tranche. C'est le KS qui nous est parvenu du coup après 1 an et demi. Le délai classique quoi, voilà. Il n'y a pas eu spécialement de retard d'ailleurs. Non, c'était plutôt dans les temps. Et donc Ostia a confirmé les bonnes impressions qu'on avait pu en avoir lors de notre vidéo de review et d'expli party à l'époque. Tout à fait. Très bon jeu. Tout à fait. Faudra qu'on le creuse encore un peu, parce que maintenant il y a aussi quelques extensions qui n'étaient pas disponibles lorsqu'on a fait les vidéos du prototype. Exact. Donc l'intérêt est renouvelé, et comme prévu, le matériel s'est encore un petit peu amélioré en termes de qualité, avec des plateaux double couche ou des trucs comme ça. Dans le set de Lux. Ce ne sera pas le cas de toutes les versions. C'est vrai. Mais ouais, c'est un jeu qui a tenu ses promesses, un jeu dans lequel, vraiment des très gros euros. C'est vrai, bien sec. Où il y a un tout petit peu d'aléatoire dans les tuiles qui vont sortir, etc. Mais le reste, c'est vraiment purement vos choix et uniquement vos choix. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, parce que si on gagne, on peut se féliciter, si on perd, on peut s'en prendre à soi-même finalement, quasiment. Et puis de voir aussi où est-ce qu'on peut s'améliorer, parce que quand tout est basé sur la chance, là il n'y a rien à améliorer. Par contre, quand c'est votre stratégie, c'est que vous avez fait un truc qui n'a pas fonctionné, donc il y a quelque chose à améliorer, et c'est toujours agréable comme sensation, quoi. Ouais, vraiment très agréable. J'aurais plaisir à y rejouer peut-être à 3, 4 joueurs, parce que pour l'instant on y joue quand même massivement à 2. Oui, on a fait une partie à 4 il y a longtemps, mais pas depuis depuis qu'on a reçu le vrai jeu, suite au test de la review du prototype à l'époque. Ensuite, entre autres jeux japonais, il y avait aussi Fairy Concerto.
Oui. Le nouveau jeu de Uchiba Koya, éditeur qui pour l'instant malheureusement n'a pas encore de version française pour tous les jeux d'ailleurs. Hein. On essaye de lui trouver des versions francophones ces derniers temps, mais ce n'est pas forcément très facile. Theory Concerto, c'est un jeu beaucoup plus light que la majorité des jeux de leur collection jusqu'à présent. Un petit jeu de draft où on va faire des concerts de musique classique avec des petites fées des bois, avec des meeples toujours aussi charmants comme toujours avec Uchiba Koya, un petit peu dans la lignée de ceux de Aqua Garden. Complètement. Même si ce sont des fées, pas des poissons. Le mignon est ton rendez-vous, voilà. C'est très visuellement, c'est très agréable et c'est très ennuyeux actuellement puisqu'il n'y a toujours pas de page sur Board Game Geek. Oui, on peut donc pas le rentrer. Je peux pas montrer la couverture et ça m'ennuie. Il va falloir qu'on prenne. On peut prendre la couverture sur le site de Uchiba Koya. Ou même nous-mêmes une photo parce qu'on n'est pas des manches non plus. Aussi. Mais voilà, c'est toujours aussi mimi, c'est toujours aussi sympa. C'est un petit jeu de draft, un petit peu à la Draftosaurus finalement. Oui, quelque part. Ça s'en rapproche un petit peu. On va piocher dans un sac des petits meeples et on va composer son orchestre. C'est sympa, il y a des petites missions à remplir aussi. C'est vraiment très simple, ça se joue en 10 minutes. Oh oui, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, très sympa. Un bon petit jeu d'apéro, un petit filler tranquille. Ouais, c'est sympa. Ensuite, autre jeu japonais, on a joué à Rumble Nation. Oui. À 2 reprises également ce mois-ci. C'est un jeu qu'on apprécie toujours autant, qu'on a pu tester récemment. Par contre, au mois de décembre, pas en novembre pour le coup, parce qu'on tourne, on est déjà le 5-6 décembre. Oui, c'est ça, on est le 4. 5, pardon. Donc on y a joué même à 2 joueurs. Oui, c'est vrai. Et finalement, c'était plutôt sympa. C'était pas mal, la sensation est différente, mais ça veut pas dire qu'elle était mauvaise, au contraire, elle était plutôt intéressante. Alors qu'on était plutôt dans l'optique d'être un peu déçu, parce que c'est pas un jeu... Enfin, c'est un jeu qui brille par son interaction, plus on est joueur autour de la table, plus il y a des combats, des batailles, et de la prise de position sur les territoires, etc. On se disait qu'à 2 joueurs, ce serait peut-être un petit peu moins intéressant, et en fait, ça se joue bien. Ça se joue bien. C'était plutôt sympa quand même, malgré tout. Et finalement Rumble Nation, c'est un jeu qui a trouvé sa place dans notre ludothèque. Il est rapide à jouer, il est facile à comprendre, et il n'est pas dénué de stratégie, donc voilà, la pause de déjeuner, c'est tout à fait intéressant. Très agréable, ça se joue facilement, et en plus de ça, ça peut être enseigné très rapidement. Ah oui, en l'espace de 5-10 minutes, on a compris ce qui se passait. C'est ça. C'est vraiment très simple. D'ailleurs, la partie qu'on a faite récemment à 3, on l'a enseignée à quelqu'un qui nous a mis une plâtrée. Une bonne vieille tollée des familles. La classique. Ouais, c'est vrai, elle a fait mal celle-là aussi. Pour mes jeux japonais, c'était tout, mais je sais que toi, t'en auras d'autres par derrière. J'en dirai quelques autres après. Moi et aussi. si je peux juste faire le petit point sur les tops habituels, donc sur les jeux qui ont le plus été joués, en fait, il y en a un seul qui se démarque avec 3 parties, donc c'est quand même assez léger en mois de novembre. C'est 3 parties du Dilemme du Roi. Oui. On a continué avec Julien et Fabien. Tout à fait. C'est toujours aussi sympa, même si plus la partie évolue, plus je me dis que, bon, c'est sympa, mais c'est pas si époustouflant que ça en réalité. Il y a quand même pas mal de petits trucs qui manquent, je trouve, notamment en termes de narration, certains choix. On a des cartes où on dit vous prenez ça ou vous prenez ça, mais on se base sur quoi? On sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait, mais il faudrait qu'on ait une attention, je dirais, constante sur le jeu, qu'on soit à 100% dans le jeu et dans le roleplay tout le temps. Ouais. Et là, ça prendrait plus son sens. Et c'est pas notre optique. Nous, c'est pas comme ça qu'on joue. Et je trouve que ça nous y encourage pas si bien que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on a effectivement des factions, enfin des familles, des dynasties, chacun avec normalement, théoriquement, des histoires, un background différent, mais en fait, les objectifs que l'on a derrière nos paravents sont relativement similaires les uns aux autres, et à chaque fois, on va récupérer une carte de mission aussi chaque partie qui va orienter fortement nos objectifs, en fait, partie après partie, et qui fait que finalement, on n'a pas tellement besoin de suivre le rôle qui nous est assigné en tout début de campagne. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est un petit point faible du Dilemme du Roi, même si c'est toujours assez immersif, plutôt sympa malgré tout. Alors il paraît que le Dilemme de la Reine, la suite en KS, aurait tendance à gommer tous ces défauts-là. Paraît-il. Bon, moi personnellement j'apprécie d'y jouer, je suis pas sûr d'avoir envie de me lancer dans le Dilemme de la Reine plus tard. C'est pas... Ça serait pas, en tout cas, s'il était disponible dans notre groupe, ça serait pas une priorité. J'aurais bien d'autres jeux à vouloir jouer d'abord. C'est-à-dire qu'en termes de legacy, récemment Fabien a acheté son 2e jeu, un de nos amis de notre groupe de jeux relativement régulier, et en fait il a pris Pandemic saison 0, Pandemic Legacy saison 0, parce qu'on avait joué à la une tous ensemble et c'était vraiment très sympa. C'est bien au-dessus à mon avis d'ailleurs. C'est ce qui finalement t'avait peut-être un petit peu décidé sur l'achat du Dilemme du Roi en tant que Legacy, que t'avais vu qu'un Legacy pouvait donner des sensations vraiment intéressantes. Ouais, carrément. Donc tout à fait. Remarque, il était temps qu'il achète dans son 2e jeu parce qu'il a dû le poncer entièrement, Terraforming Mars. Il disait que les cartes étaient devenues blanches. Donc oui, les cartes sont complètement... Voilà, mais tu vois, il ne sleeve pas. Non, il ne sleeve pas. Voilà, le sleeve c'est la vie. Mais même, vu
le nombre de fois où il a dû le sortir, je pense que même les sleeves auraient fondu. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. C'est voilà. clair, c'est clair. Et sinon, juste en termes de temps de partie, c'est 3 heures sur King's Dilemma, mais aussi 4 heures, il y a un jeu qui est passé dessus, sur Beyond Humanity Colonies. Oui. Parce qu'on a fait 2 parties, dont une première qui n'a pas abouti. Oui, c'est vrai. Qu'on n'a pas terminé, je crois. C'est ça. Et une deuxième qu'on a terminée pour le coup, mais on en reparlera plus tard. Oui, tout à fait. Et ben moi de mon côté, puisque tu as lancé l'idée du mois japonais, je vais compléter sur ça parce que en fait j'ai eu la chance de revoir d'anciennes étudiantes même de l'université dans laquelle j'enseigne, et qui se sont mises à s'intéresser aux jeux de société, et du coup maintenant on est parti sur un rythme de une fois par mois, là aussi, le dimanche après-midi, de se retrouver dans un board game café et de jouer. Donc du coup je les ai initiés à un certain nombre de jeux. Et c'est elles maintenant qui me disent, mais alors quand est-ce qu'on fait la prochaine? Non, tu ne fais pas de blague salace, merci, tu es gentil, tu restes chez toi. Voilà. C'est pour ça que je fais. Il me connaît bien, voilà. Il me connaît bien. C'est pour ça que je fais à des jeux de société. C'était juste pour la précision. Ah, je le. Non. Hein, le manque d'éthique de cet homme qui vient alpaguer des anciennes étudiantes. Moi, le mot-clé est ancienne. Tant qu'elles ne sont plus mes étudiantes, tout à fait. J'ai le droit de jouer avec. Ceci ne me regarde pas. Et puis tu remarqueras aussi que je fais ça dans un lieu public, un café de jeux de société. Oh, c'est encore pire, c'est encore pire. Il y a des témoins. Imbécile. Et donc du coup, comme elles sont japonaises et qu'elles ne parlent pas spécialement anglais et français, tout ça, on s'est concentré un peu sur des jeux japonais. Du coup, ça nous a permis de rejouer. Ça m'a permis de rejouer à Deep Sea Adventures, puisque là aussi c'est un jeu japonais qu'elles ont beaucoup apprécié, et sur lequel en fait c'est très intéressant parce qu'elles ont développé des stratégies que Kevin et moi on n'a jamais utilisées, et justement la partie en question elle s'est terminée sur un score mais monstrueux. Voilà, la gagnante a gagné 66 points. 66 points à Deep Sea Adventure, alors que généralement Kevin et moi sur 3 rounds on meurt 2 fois, donc voilà, rarement plus de 10, 15, 20 points. C'est ça. Parce qu'on prend beaucoup plus de risques en fait, alors qu'elles ont certainement été beaucoup plus conservatrices, et elles ont eu raison. Oui, elles ont été plus conservatrices, tout à fait, c'est vrai. Donc Deep Sea Adventure c'est toujours un bon petit jeu, là aussi encore une fois, un quart d'heure, 20 minutes et puis c'est réglé, c'est très bon. Un jeu qui n'est pas disponible en français et qui à mon avis ne le sera jamais, c'est Natsumemo. Un jeu très atypique que je sais plus qui nous l'avait présenté, ce jeu, c'est toi? Oui, c'est toi, c'est ça. Dans lequel on joue en fait des écoliers d'école primaire, des écoliers japonais pendant les vacances d'été. Et au Japon, les vacances d'été ne sont que des vacances à l'intérieur d'une année scolaire, donc il y a des devoirs à faire. Mais on va essayer, bien entendu, en tant qu'écolier, de tirer le maximum d'amusement de ces 4 semaines de vacances, tout en essayant de ne pas oublier de faire les devoirs, sinon on sera pénalisé. Donc en fait c'est un jeu assez social finalement, c'est un jeu de discussion où chaque joueur va proposer une activité tel jour, pendant combien de jours, et selon qui va participer avec lui ou elle va avoir plus ou moins de points, va se faire des amitiés plus ou moins, et va avoir plus ou moins de temps pour faire ses devoirs. Dit comme ça tient sur 2 feuilles du type Roll and Write ou Flip and Write. Et en fait, ça marche bien. Et c'est un flip and ride. Oui, c'est un flip and ride. Ça paye pas de mine comme ça quand on le présente, mais en fait, c'est super sympa. Si on se prend un petit peu au jeu, on peut même avoir des petits souvenirs un peu nostalgiques de notre enfance, même si c'est un petit peu des différences culturelles aussi. Les vacances d'été sont pas les mêmes, mais il y a quand même des ponts à faire et c'est vraiment très sympa en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un bon moment, ça leur a beaucoup plu. Ouais, c'est très sympa. Donc j'étais très content. Aqua Garden, dont on a déjà parlé ici, qui lui aussi a été un gros hit. Et sur lequel d'ailleurs je me suis fait comme d'habitude. Ah non, c'est vrai, la dernière partie j'ai gagné, mais j'ai gagné à 5 points de différence sur la deuxième, parce que... Et la deuxième, c'était une personne qui venait pour la première fois dans cette réunion de jeu, donc elle a compris elle aussi tout de suite. J'ai affaire à des personnes qui comprennent assez vite les règles, pour l'instant des jeux que je leur présente, et c'est assez sympa du coup, parce que du coup on peut jouer tout de suite vraiment bien, quoi. C'est vraiment intéressant. Après, je vais... c'est pas la peine de le citer puisque tu l'as dit, Fairy Concerto, Rumble Nation, Ostia, et puis voilà. Après, en termes de top, moi je vais me limiter à un top 3 parce qu'après j'ai 7 jeux qui sont à 2 parties, donc ça n'a pas beaucoup de sens de les citer. En 3e position, ex aequo, j'ai le Dilemme du Roi comme toi, puisqu'évidemment on a joué ensemble, donc c'est logique. Bien sûr. Voilà. En 2e position, j'ai ma petite satisfaction personnelle du mois, puisque j'avais dit au mois d'octobre qu'en novembre je mettrais sur la table Cloudspire, et j'ai mis Cloudspire sur la table, alors seulement 3 parties, parce que c'est un jeu qui est assez lourd et assez long, mais grande satisfaction parce que j'ai enfin réussi à passer ce foutu premier scénario, et donc maintenant je comprends mieux le truc, donc je continue.
Et en même temps, c'est très intéressant parce que je m'aperçois que le solo, c'est vraiment du puzzle. Il y a quelques manières de faire le jeu, et donc voilà, il faut le trouver. Et je pense que je l'apprécierais beaucoup plus en 1 contre 1, parce que là, c'est vraiment l'inventivité de l'adversaire qui est en jeu sur de la stratégie pure. Et à mon avis, c'est dans ce mode-là, 1 contre 1, qui prend toute sa dimension. Le solo est un très bon jeu, mais un jeu quand même assez différent. Et c'est ce que tu avais déjà dit d'ailleurs dans l'émission qu'on avait faite avec Nix récemment. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Chez Nix, pas chez nous. Il est bien. Tout à fait. Donc ça me le confirme et j'ai envie d'y rejouer, j'espère, peut-être, là je ne me fais pas d'illusions, l'année prochaine maintenant. Si jamais j'ai l'occasion avec toi de le remettre sur la table une fois ou deux, ça serait vraiment chouette. Yep. Et en première position pour 4 parties, eh bien c'est Next Station London. Qui lui aussi est non, ça va plus, on dirait moi. Oui, qui lui aussi est un flip and write. Je l'ai choisi parce qu'il est dans la lignée de Let's Make a Bus Route. Ouais. Kevin a Let's Make a Bus Route. Moi j'ai la version D qui ne se joue qu'à 2 joueurs, donc elle sort moins souvent. Mais là, Next Station London, c'est donc un jeu dans lequel vous devez établir un réseau souterrain, un réseau de métro à Londres. Et le twist, c'est que en fait, il y a 4 lignes, représentées chacune par une couleur. Et en fait, chaque joueur va jouer à son tour une des 4 couleurs. Donc on va jouer les 4 couleurs, avec la contrainte de retourner des cartes qui vont nous dire dans quelles options de déplacement, de construction on peut avoir. C'est un jeu qui se joue comme Let's Make a Bus Route très rapidement. Ouais. Et donc du coup, moi j'ai commencé par y jouer beaucoup sur Board Game Arena. Et puis finalement, à l'occasion récemment d'une commande chez Philibert, vu qu'il est tout petit et qu'il est pas cher, j'ai sauté le pas, je l'ai acheté en version physique et j'en suis content parce que l'édition physique est aussi assez jolie. C'est sympa. On a joué pour l'instant au jeu de base, on n'a pas rajouté les objectifs bonus, on le fera parce que c'était juste une partie de découverte. Mais c'était vraiment très sympa, c'est un jeu qui restera. Ouais, c'est sympa. D'autant plus que y a ce petit ajout par rapport à Let's Make a Bus Route où il ne faut pas que tu croises tes propres lignes précédemment tracées. C'est pas inintéressant. Du coup, quand tu passes de l'un à l'autre, il faut faire attention au début. Parce que, bon, voilà, tu te dis, attention, oui, mais c'est un métro, on peut passer en dessous normalement. Mais non. C'est les Anglais. C'est complètement gratuit. Et les nouveautés du mois alors ? Alors, les nouveautés du mois. As-tu des nouveautés dans ton mois ? Ouais, j'en ai 4 ce mois-ci. J'ai eu d'abord Battle Crest, le nouveau jeu de Button Shy Games qu'on a testé une fois pour l'instant. Et une fois en partie. Et en partie, on n'a pas fini la première partie qu'on a tenté, parce qu'on avait un manque de temps en fait simplement, qui semble prometteur, mais à confirmer parce que, je sais pas, pour l'instant disons que les aperçus qu'on a pu en avoir étaient plutôt sympathiques, mais un peu fouillis. Les règles n'étaient pas très claires. On a été pas mal handicapé par les règles pour l'instant. On a mis du temps à comprendre et quand on a compris, c'est le moment où on n'avait plus de temps de jouer. Voilà. Il faudra le remettre sur la table rapidement. Pour tous ceux qui se demandent éventuellement, Button Shy Games, c'est actuellement édité, quasiment tous leurs jeux sont en train d'être édités par Matago dans leur version mini-jeu. Microgame, voilà. Microgame, oui. La crypte de Sedlec. Voilà, Sprolopolis, même si ça ne s'appelle pas comme ça, je crois que c'est Cosmopolis ou quelque chose comme ça. Bref, c'est la même gamme de jeux, version portefeuille en faux cuir avec uniquement 18 cartes à l'intérieur. Voilà, l'auberge du griffon fonfon. Voilà, etc. Bon, des traductions parfois un peu questionnables. La bataille des pâtis sorciers ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ah ouais. Non, mais les noms sont assez mignons. C'est mignon. C'est pas mal. Donc on avait donc Battle Crest, à réessayer assez rapidement, parce qu'en plus c'est un jeu qui est pas très long, même si certainement l'un des plus longs de chez Battle Crest. Je pense, oui. Ensuite, Next Station London que Xavier a abordé il y a quelques instants. Ensuite, Panam, que Xavier nous a fait tester, Joanna et moi-même, il y a 3 semaines, plus ou moins. Oui, quelque chose comme ça. Et puis finalement, Beyond Humanity Colonies, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure également. Tout à fait. Et toi ? Moi, ça va recouvrir à peu près la même chose, parce que du coup, j'ai pas eu beaucoup de nouveautés en dehors. Donc Panam qu'il faudra qu'on rejoue, parce que finalement, c'est un jeu qui est plus atypique qu'on ne le pense. On l'a abordé à mon avis du mauvais côté en croyant qu'il était d'une certaine manière et en fait pas du tout. Il faudrait le retenter. Moi il me plaît bien pour l'instant, mais il a un côté... pour l'instant je vais rien trop en dire quand même parce que je voudrais y rejouer, on n'en a fait qu'une seule partie. Donc le mécanisme fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais après, à voir comment ça se passe. Et puis, moi en nouveauté, c'est tout a priori. Beyond Humanity. Oui, Beyond Humanity. J'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc oui. Voilà, Beyond Humanity, c'est ça. Beyond Humanity, là aussi, il faudra le rejouer. Moi, j'aime beaucoup, mais je comprends tout à fait la réserve que Kevin émettait, à savoir que
comme il est contrôlé par une application, ce jeu, puisqu'il est entièrement, on va dire, numérique, hein, puisque les bâtiments communiquent avec l'application, faut que je vois s'il y a un moyen de mieux comprendre les méthodes de calcul de l'application pour certains éléments clés, parce que sans vouloir non plus tout connaître à l'avance et donc tout contrôler façon Lacerda ou truc comme ça, EuroTradeRye, ça mériterait quand même d'être un tout petit peu plus compréhensible pour savoir où on va, parce que on parle de planification d'une base et donc de développement, et donc on a besoin de savoir combien les constructions vont consommer, tout comme ça. Si on n'arrive pas à avoir de vision claire, c'est beaucoup plus difficile d'anticiper ce qu'il faut faire et tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui, pour l'instant, sur la seule partie qu'on a fait au total, la première n'ayant pas été terminée, c'est un jeu qui, pour moi, manque de clarté. Alors ça va pas jusqu'à en faire un flop pour autant, loin de là, parce que c'est vraiment une idée, comment dirais-je, un concept de jeu vraiment intéressant, de développer sa base comme ça sur une colonie extraterrestre. C'est super intéressant, encore plus toutes ces pièces en RFID, avec des puces RFID qui font que le jeu est connecté directement à la tablette, que ça brille un petit peu partout, c'est très sympa. Vraiment le concept est très sympa, en plus c'est une sorte de semi-coop, c'est même plus coop que semi-coop. Oui. Parce que pour survivre, pour réussir à terminer la partie, il faut quand même vachement coopérer. Oui, bien sûr. Et à terme, bon, on compte les points pour voir qui a le plus participé, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment exploré le jeu. Mais effectivement, le manque de clarté sur qu'est-ce qui coûte quoi, combien, pourquoi, comment, pour l'instant, c'est un peu flou. Tout à fait, tout à fait. Mais autant le flou, je peux le comprendre lorsque le jeu nous parle des votes de la population pour ou contre tel décret, parce qu'on sait bien que la psychologie humaine est très fluctuante. Autant la durée de construction d'un bâtiment, à moins qu'on nous sorte des événements comme quoi il y a eu une grève ou il y a eu un accident, tout comme ça, il y a des fois on a l'impression que ça fluctue un peu de manière un peu inattendue, quoi, soyons honnêtes. Et puis on n'a pas eu de bol, on a eu une catastrophe. Qui nous a complètement niqué tout le système. Mais c'est vrai qu'en l'espace de 3 tours, on a eu des forces de sécurité qui ont bondi de 0 à 150, puis au tour suivant de 150 à 0, qu'est-ce qui se passe, quoi. Après ça, j'ai regardé, c'est parce que les bâtiments que nous avons construits attiraient principalement des colons et des scientifiques, et pas du tout des forces de sécurité. En fait, mais du coup, pourquoi on en a eu 150 d'un coup alors? Et parce que j'ai joué un décret qui faisait augmenter, qui développait l'attrait, mais ce décret a finalement, son utilité a été annulée. Ça prouve qu'il faut qu'on s'y replonge assez rapidement. Parce que le concept est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, du coup, nos tops et nos flops alors pour ce mois-ci. Top. Tiens, on va rechecker rapidement, mais je crois que j'ai un nom en tête, mais je vais quand même vérifier pour voir si c'est bien celui-ci. On en a deux, allez, on en a deux pour moi. Je sais pas pourquoi je dis on d'ailleurs, parce que je suis tout seul. Voilà. Flamme Rouge encore. Mais bon, je crois que c'est pas la première fois que je le place en coup de cœur de la Est-ce bien la peine de le placer en top? Voilà, c'est vrai, on peut se poser légitimement la question. Mais quel kiff à chaque fois. Oui, bien sûr. Cette dernière course. Il dit ça parce qu'il est arrivé premier, deuxième, c'est tout. Premier et deuxième. On l'entendait moins kiffer le mois précédent. C'était pas Flamme Rouge complètement le top parce qu'il n'avait pas eu de si bon résultat. Gagner ou perdre. C'est tellement de tension, c'est tellement de suspense jusqu'au bout. Et effectivement, le fait de terminer comme ça sur le fil premier, deuxième, alors qu'on fait un Tour de France à 3 plus 2 IA, c'est toujours un gros kiff. Mais bon, là c'est juste pour l'histoire de dire Flamme Rouge quoi. Voilà. Flamme Rouge c'est la vie. Voilà, pour prononcer le mot Flamme Rouge une fois par mois dans le patron d'addition. Mais le top du mois qui est un petit peu différent des autres mois, disons, pour ne pas répéter Flamme Rouge, pour moi c'est Ostia. Oui. Parce que vraiment ça a confirmé les impressions déjà positives que j'avais eues dans la review à l'époque. Vraiment un jeu très sympa qui laisse assez peu de place au hasard, voire même quasiment pas. Il y a un petit peu d'aléatoire certes sur le tirage des cartes, mais c'est à peu près tout. C'est assez limité, ça va. Et vraiment, c'est un jeu qui pourrait pousser à la paralysie analytique assez fortement. Oui. Et en fait, après 5-6 parties maintenant, je trouve que je commence à fluidifier un peu les mécanismes. C'est assez rodé, les rouages internes de mon petit cerveau sont fluidifiés maintenant, sont bien millés. Par contre, maintenant, justement, après 5-6 parties, je trouve que si on fait une ou deux erreurs fondamentales dans les premiers tours de jeu, on est vraiment dans une mauvaise position. À moins que l'autre fasse la même chose. Oui, mais compter sur l'erreur d'un adversaire, c'est toujours une stratégie assez délicate en termes de sport aussi. Bien sûr. En termes de sport aussi. Donc, voilà pour mes deux tops. D'accord. Et ben moi, j'ai un peu de problème parce que j'ai enfin remis sur la table Dwellings of Eldervale. Ça faisait super longtemps. Je me suis refait un solo tranquille. Et c'est toujours aussi bon. Et cette fois-ci, le solo a pas du tout ressemblé à toutes mes autres parties solo. Il a été beaucoup plus long, beaucoup plus tendu. Et j'ai vraiment bien apprécié. Ça m'a remis
en tête de mais pourquoi j'ai pas joué à Dwellings of Eldervale plus souvent. Et puis, je vais pas citer Ostia parce que toi tu l'as déjà cité, mais Cloudspire, quoi. Cette profondeur de stratégie, voilà, c'est un continent que dont j'ai à peine effleuré la première plage, quoi. Donc, quand je vois, comme on peut le voir, non, toi elles sont cachées, mais tes boîtes d'extension qui sont un peu là-bas, quand je regarde un peu les capacités des autres factions auxquelles j'ai pas encore touché, je me dis, mais voilà, à la limite, en termes de jeu de stratégie, je pourrais vendre tous les autres que j'ai, ne garder que Cloudspire, ça serait largement suffisant pour tout le reste de ma vie. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi dans la vidéo de Nyx à l'époque, quand on avait abordé le thème de Cloudspire, c'est que vraiment c'est un jeu qui est presque trop bon pour sa propre bien en fait. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il est moins populaire que Too Many Bones, peut-être. Parce qu'il est quand même moins accessible. Il est beaucoup moins accessible, Il est moins accessible. C'est une complexité, enfin, moi avec toi en tout cas, hein, je sais pas en solo pour toi, je crois que c'est le même cas. On a joué 2 factions pour l'instant uniquement. Oui. Et c'est déjà une complexité assez conséquente, il y a déjà beaucoup de mots-clés à mémoriser, beaucoup d'asymétrie. On a quand même des circonstances atténuantes en ce qui nous concerne, c'est que les 2 parties qu'on a fait, on les a fait à 6 mois, 8 mois de différence, et donc sûr. À chaque fois on a réétudié le jeu finalement. Donc moi je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer assez souvent, en termes de même faction en tout cas, assez souvent au début pour bien l'avoir en main, parce que justement, à l'occasion de mon solo, j'ai compris certaines utilisations de certaines unités. Je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, c'est énorme, ça, si c'est bien utilisé, c'est vraiment très très bon. Alors que j'avais pas du tout vu. Donc, je n'en doute pas une minute. Donc voilà mes tops. Et ben on va conclure là-dessus sur notre... Ah, t'as des flops? Oui, j'ai des flops. Ah ben il a des flops. J'ai des flops, écoute. Flop, mon ami flop. Flop. Non, j'en ai pas beaucoup, j'en ai un. Ouais. Mais qui demande à te confirmer. D'accord. Ce n'est pas donc Beyond Humanity Colonies, parce que à confirmer, mais en plus, très bon concept. Mais moi, vraiment pas d'âme, quoi. Oui. Moi, pour le coup, l'avion est tombé à plat. Enfin, il a sorti le train d'atterrissage, mais c'était dans la flotte, quoi. À tester une nouvelle fois, parce qu'il ne faut pas rester sur un seul avis négatif, même si, bon, vraiment, s'il y a un naufrage, on peut ne pas retester un jeu une deuxième fois. Bien sûr. J'ai rien contre le fait de tester une seconde fois, mais pour l'instant, j'ai eu l'impression de subir la partie, de ne pas avoir vraiment de choix impactant, véritablement. Et j'ai trouvé ça long, quoi, en fait. J'ai pas apprécié cette partie. Peut-être que je n'étais pas aussi dans le mood, on en a parlé plusieurs fois dans nos comptes rendus ludiques mensuels, du mood, de l'humeur ambiante qui peut être importante dans l'appréciation d'un jeu. Bien sûr. Peut-être que je n'étais pas dans le mood, mais j'ai vraiment pas apprécié. Et moi, je maintiens, tout en comprenant tout à fait ce que tu dis, je maintiens que, moi y compris, on a pris le jeu pour ce qu'il n'était pas. Peut-être. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de vendre nos lignes aériennes à Paname. Et au début, c'est pas ce qu'on a fait. Au début, on a fait le jeu classique, à savoir, c'est moi qui aurai le plus grand réseau d'avions possible. C'est pas du tout ça le truc. Oui, et plus tu as de lignes, plus tu peux en vendre d'un seul coup aussi. Bien sûr, mais en fait, on n'en vendait quasiment pas. Ouais. C'est parce que voilà, on se disait, bah non, ça c'est ma ligne à moi, pourquoi je... Et du coup, ouais, faudra le reprendre. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure en demi-teinte, parce que moi-même, j'aime le concept, mais pour l'instant, je pense pas que le concept a été mis en œuvre véritablement dans notre partie. À voir, à retester. Tout à fait. Bon, visuellement, j'adore, par contre. L'esthétique années 50, 60, tout ça, j'adore, mais bon. Très Catch Me If You Can, je trouve. Ouais, tout à fait, oui, exactement. De mon côté, c'est tout, c'est ton seul flop. De mon côté, des flops, je regarde... c'est pas vraiment un flop, c'est juste une confirmation que, ça vaut pas trop grand chose, c'est 9 Minute Kingdom, quoi. On a refait une partie à 3 joueurs, si je me souviens bien. C'est ça, c'est mignonnet, quoi, mais disons que sur la même durée de temps, on a d'autres jeux qui nous plaisent plus, quoi. Ouais. J'ai une meilleure opinion de 9 Minute Kingdom en solo qu'en multi. En solo, je le trouve plutôt sympa. En multi, voilà, quoi, c'est... Et pourtant, c'était plus intéressant à 3K2 parce qu'il y avait un vrai draft. Il y avait un vrai draft, oui, tout à fait. Mais même comme ça, d'un autre côté, encore une fois, pour prendre un petit peu la défense de 9 Minute Kingdom, à 3, on a joué qu'au jeu de base. On n'a pas mis d'extension, on n'a pas mis... Ouais, mais c'était tellement un bordel dans la boîte. Voilà, et puis d'un autre côté, comme on dirait certains, si un jeu a besoin d'extension pour être bon, c'est qu'à la base, il y a un problème. Il y a un défaut de conception, quoi. Mais là, c'est même pas vraiment des extensions, c'est des modules, parce qu'en fait, elles sont déjà incluses dans le jeu d'origine, en fait. Oui, c'est des modules, c'est pas des extensions, modules. C'est vrai. Elles sont présentées comme des extensions, mais ce n'est pas vraiment... C'est vrai, tout à fait, tu as raison. Mais c'est vrai qu'ils boitent un peu,
Déjà c'est le bordel dans la boîte, faut séparer les extensions, enfin c'est... Ça c'est vrai que c'est vraiment un modèle de choses à ne pas faire, l'organisation de la boîte du jeu. c'est pas ergonomique. Ils ont voulu nous faire un cube parce que c'était un objet un peu original, façon party game, tout ça. Mais en termes de rangement, c'est galère. C'est chiant, quoi. Surtout qu'ils ont mis des... un sablier qui sert à rien. Il sert en solo, il sert dans un certain mode. Et puis ils nous ont mis des meeples qui servent à rien. Avec une piste de score en carton dégueulasse qui sert à rien. Qui sert à rien, ouais, non, c'est... Bon, on va pas leur jeter à pierre parce qu'ils n'avaient pas non plus forcément beaucoup de moyens, mais quand même, ça fait une accumulation de trucs qui fait que... C'est pas foncièrement un mauvais jeu, mais c'est juste un hockey game moins. Voilà, et du coup, dans nos collections, les hockey games ont de moins en moins de place, quoi. Ouais. On a de moins en moins de temps nous-mêmes, donc on va de moins en moins accorder de temps à des jeux comme ça. C'est malheureux à dire, mais voilà. En tout cas, on va pouvoir passer à ce qu'on va mettre sur la table au mois de décembre. Alors déjà, voilà, vous avez peut-être un petit peu vu devant vous. C'est un Kickstarter qui vient de me parvenir, c'est King Hill. Alors attention les yeux, esthétique moi je trouve très années 80-90, néon, heroic fantasy façon Might and Magic 6-7 des années 90. Ça me fait penser à un plateau de jeu à l'allemande mais sous acide. Oui, c'est vrai que c'est très violet par moment, il y a beaucoup de couleurs. À la fois vieillot mais très très coloré. C'est vrai. Alors personnellement j'adore. Visuellement moi je kiffe beaucoup ce style. J'ai fait pour l'instant une partie tout seul avec en jouant les deux factions parce que c'est un jeu uniquement à deux, c'est un duel et c'est franchement, ça va rien révolutionner à mon avis, mais c'est franchement très solide comme jeu. Donc on va pouvoir le tester. On va le tester pour la première fois à deux. Voilà, exactement, là dans quelques minutes. Je le découvre en même temps. Voilà. Et puis, donc déjà, moi, King Hill, remettre sur la table aussi un autre Kickstarter que je viens de recevoir, c'est Keep the Heroes Out. Le nouveau jeu de Louis Bourret. Voilà, dont l'extension pour Night Parade of 100 Yokai est actuellement sur Kickstarter. En financement participatif sur Kickstarter. Et puis je crois que je vais déjà me concentrer là-dessus, et puis je vais saupoudrer d'un tout petit peu de Dwellings of Eldervale parce que j'ai envie de m'y remettre. Je serais partant aussi, mais c'est pas facile à sortir à deux. Voilà. Oh, à deux, ça se passe quand même très bien. Non, mais genre, la boîte est conséquente. Ah oui, la boîte, transporter. La boîte ça pèse un âne mort, soyons honnêtes. Ça pèse moins qu'un Acronia Infinity Box, et je l'ai amené. Un bébé âne mort. Voilà, d'accord. Oui, certes, vu comme ça. L'image est pas... Non, hop, voilà l'image. Voilà. Parce que tu as mis une image au montage d'un jeu. Ah oui, moi j'ai mis l'image et puis maintenant je la vire. Okay. T'inquiète pas, c'est l'âne de Shrek donc il est pas vraiment mort. Ah ok. Il fait le mort, c'est tout. Et toi? Alors comme Xavier l'a légèrement, comment dirais-je, sous-entendu tout à l'heure, il a dit directement d'ailleurs en fait. Voilà, divulgaché. On a fait un petit colis Philibert récemment. Quand on fait un colis Philibert, en général au pluriel parce que les frais de port vers le Japon... C'est des frais de port. C'est des frais de port. Avec un C. Ça coûte très très cher, donc du coup, généralement, on se met à 2 ou 3 personnes dessus. Là, c'était le cas, on s'est mis à 3 du coup, pour faire un gros colis. Et du coup, dans le tas, j'ai reçu 3 jeux, dont un est un cadeau pour mon neveu. Mais dans le tas, il y en a 2 autres qui sont pour nous, enfin pour moi et pour nous. Dont un qui était donc Heat, le nouveau jeu du créateur de Flamme Rouge, mais cette fois-ci ce sont des courses de voitures. Il y a des, comment dirais-je, un lien de parenté direct avec Flamme Rouge, mais il y a aussi apparemment des mécanismes assez différents également, et j'ai très hâte, très hâte, c'est très très moche, très hâte, il n'y a pas de liaison avec ce H, très hâte de le tester parce qu'on est des gros amateurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de Flamme Rouge. C'est un jeu qui est vraiment bien, on aime bien, très sympa. Donc Heat, évidemment qu'on a hâte de le tester également. Peut-être que si on a le temps aujourd'hui, mais on verra. Et puis également The King is Dead, qui est un petit jeu que j'avais aperçu il y a 1 an, que derrière moi vous ne le voyez pas, mais Osprey Games. De Osprey Games, ouais. En version française, je ne sais pas si c'est le cas. C'est peut-être Ori Games, ils sont souvent ensemble, je sais pas. Et que j'ai pas encore testé pour le moment, mais qui m'a l'air d'être très sympa, qui me semble avoir aussi un lien de parenté avec Rumble Nation. Relativement court, contrôle de territoire, mais court avec des petits cubes en bois, des petits pouvoirs de cartes, etc. Si c'est de la même qualité et que c'est pas trop redondant avec Rumble Nation, moi je dis banco. Et en plus j'aime beaucoup la direction artistique très à l'ancienne, en luminure, etc. J'aime bien. C'est très joli, c'est vrai. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est vrai que c'est joli. Et puis si j'ai un peu de chance, si VFI fait bien son boulot, VFI c'est notre distributeur pour les Kickstarter vers le Japon,
Peut-être que je recevrai 2-3 jeux d'ici la fin du mois, mais je pense pas qu'on ait le temps d'y jouer. Ça m'étonnerait. Ça va être chaud. Donc on en reparlera peut-être plus certainement en janvier. À nous, il faut dire que VFI, notre distributeur vers le Japon, là, il a 1 voire 2 mois de retard parce que il a perdu son hub de transport au Japon. Donc c'est un peu le chaos. Voilà, c'est un peu le chaos. Là, j'en ai reçu 2 d'un nouveau livreur. Alors avant, le livreur précédent, il me disait, bon, tel jour est parti, tel Kickstarter, dans le carton, il y a ça, il y a ça. Le nouveau, c'est plutôt, bon, on vous envoie un truc de VFI, nous, on sait pas ce qu'il y a dedans. Les mecs, c'est quand même écrit sur l'étiquette en anglais, quoi, qui est collé sur ce carton. On va se dire qu'il commence, peut-être, il débute. Ouais, on va essayer de dire. Soyons indulgents. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que les Kickstarter, moi, j'attends encore Everdell Complete Collection. Et je crois qu'on attend aussi un serpent de mer, un truc avec des musées, tu sais. Oh non. Non. Non, je crois pas ça. Qui commence par musée, qui finit par homme, je crois. Qui serait fait par les jeux du Saint Graal. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu crois qu'il aurait déjà commencé à l'envoyer? Je crois. Ah bon, Non, parce que moi sur Facebook, je vois assez peu de gens qui me montrent cette boîte. Elle est assez jolie au demeurant. Ouais, mais assez jolie, mais en même temps, si elle est assez jolie dans les bureaux de l'entreprise, on s'en fout un peu, quoi. C'est vrai que pour l'instant, chez nous, elle existe dans une dimension parallèle. Oh, parallèle, oh là là, même tangente. Ça me rappelle Slider, cette vieille série. C'est ça. Peut-être qu'on manque l'appareillage, justement. Sliders. Voilà, Sliders. C'est ça. Parce que pour l'instant, non, on l'a pas encore reçu. Ouais. Il paraît que tout a été envoyé. Ouais. Mais d'après les dernières nouvelles du Kickstarter, en fait, le transporteur s'est gouré et a envoyé 2 fois à les mêmes personnes le pledge d'autres personnes. Ouais. Donc, sachant que Kevin et moi, nous n'avons aucune nouvelle, rien du tout, on doit être parmi les gens qui se sont fait un peu avoir là-dessus. C'était écrit 30 personnes. Ouais, je pense que c'est le même bilan que certains bilans de certaines autorités politiques au point de vue des manifestations et tout ça. Vous savez, 1500 personnes selon la police, 150 000 selon les organisateurs. Ouais. Donc, parce que sinon 30 et 2 ici même, dans cette même pièce, c'est quand même pas de bol. C'est vrai. Mais bon. Mais du coup, en fait, je m'en fous, moi. Je veux dire, quand il arrivera le jeu, j'y jouerai avec plaisir, mais je l'attends pas. C'est vrai que je l'attends plus, je m'en fous. Et pourtant, c'est un jeu qu'on apprécie. Ah oui, on en a refait une partie la semaine dernière. Tout à fait. Oui. Très sympa, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais bon. Voilà, quoi. C'est-à-dire que, moi, je sais que Holy Grail Games, eh bien, plus jamais en financement participatif. Ouais. En boutique, pourquoi pas. Très envie de tester Encyclopédia. Tout à fait. Mais en boutique. Mais en Kickstarter. La communication s'est révélée assez désastreuse aussi, personnellement, je trouve. Donc voilà, c'est plus la peine. C'était le moment coup de gueule, j'ai l'impression. Oui, voilà, exactement. Donc, pour finir bien l'année. Voilà, on va clôturer sur ce bon esprit, cette joie de vivre, ce plaisir partagé. Puis on va en profiter pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Tout à fait. Une bonne fin d'année. Peut-être même, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle Xavier peut monter la vidéo, mais peut-être même une bonne année, je ne sais pas. Alors, choisis un doigt. Le pouce. Bien, et fais l'hélicoptère dessus. Ah oui, ça va, je n'aurai pas de retard, je n'aurai pas autant de retard. Tu remarqueras, j'ai failli dire je n'aurai pas de retard. Oui, il a ajouté autant de... Voilà, je me suis quand même corrigé en disant je n'aurai pas autant de retard. Tout est dans la nuance. Voilà, tout à fait. Exactement. On reste français. On reste français. Et bien sur ce, donc il nous reste à vous souhaiter un bon mois de décembre ludique, de bonnes fêtes de fin d'année ludiques. Ou pas d'ailleurs, de bonnes fêtes de fin d'année en général, comme disait Kevin. Voilà. Mangez bien, passez du bon temps en famille. Voilà, et puis on se retrouvera donc au mois de janvier pour le patron l'addition du mois de décembre. Et puis sans doute on sacrifiera la mode de quel est notre top, le top de l'année 2022. Ouais. Et puis peut-être qu'on réfléchira aussi à quelles sont nos attentes de l'année 2023 en termes de jeux et tout comme ça. Quoi. Puis je ferai certainement durant les vacances de fin d'année, comme l'année dernière d'ailleurs, le top, peut-être pas 50, ça avait pris beaucoup de temps l'année dernière. Oui, c'est vrai. Maintenant j'ai un gamin quand même. Oui, top 20 peut-être. Top 25, allez. Ouais, top 25. Des jeux les plus attendus sur Kickstarter, GameFund et compagnie pour 2023. Voilà, c'est ça, pour 2023. Et bien sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les ludovores. À la prochaine.